Dans cette vidéo du chapitre 26 de mes notes de cours, on va résoudre une situation de la section 1.2 de Séguin, la situation 3 qui s'intitule « Les forces électriques et gravitationnelles entre un proton et un électron », dont on peut lire le libellé à la page 26 de Séguin. Après la première lecture, pour identifier mes données, on s'aperçoit qu'on nous dit qu'on avait un proton et un électron. On ne nous donne pas la distance qu'il y a entre ces deux choses-là, puis on nous demande de comparer la force électrique et la force gravitationnelle qui existent entre ces deux particules. Je connais mes deux particules, puis je connais la masse et la charge, étant donné que c'est des particules connues. Donc la masse en kilogrammes, la charge, je l'ai donnée en termes de charge élémentaire. Donc la première particule qui est un proton, sa masse et sa charge plus E. La deuxième particule qui est un électron, sa masse et sa charge qui est moins E. L'inconnu recherché, c'est de comparer Fe avec Fg. La façon de comparer la plus classique, c'est de faire le rapport entre les deux. Fe, exemple, sur Fg, pour voir combien de fois Fe est plus grand que Fg. En termes de dessin, le système d'axe XY n'est pas strictement obligatoire, mais je vais mettre mon proton, que j'ai mis ici. Donc, M1, Q1, et c'est mon proton de charge positive. Et mon électron à un autre endroit, donc M2, Q2, c'est mon électron de charge négative. J'ai déjà toutes les données. Je cherche Fe, Fg, donc c'est des vecteurs. Fg, c'est certain que ça va être des forces qui s'attirent. Toute masse s'attire. Fe, ben là, étant donné que j'ai plus et moins, ça va s'attirer aussi. Donc, je vais avoir un vecteur Fe et un vecteur Fg ici, puis de l'autre côté, un vecteur Fe et Fg. Sauf que je ne sais pas, a priori, lequel est plus long entre les deux. Est-ce que c'est la force électrique qui est plus grande ou la force gravitationnelle? Donc, pour l'instant, je vais ne pas les identifier. La distance ne nous est pas donnée. Je la précise quand même, parce qu'à la minute qu'on va appliquer la loi de Coulomb, on va se retrouver avec K, Q1, Q2 sur R. Donc, c'est pas mauvais là, de montrer la distance qu'on utilise dans la loi de Coulomb. Puis dans la force gravitationnelle, même chose, le R apparaît, la distance apparaît. Une autre façon possible d'exprimer la valeur recherchée, ça aurait été d'envoyer le Fg multiplié de l'autre côté, d'effacer la petite ligne en dessous, de dire Fe est égal à combien de fois Fg. C'est ça, faire une comparaison entre deux forces. Donc, est-ce que Fe est 10 fois plus grand que Fg ou est-ce que Fe est 1/10 de fois Fg? Une autre façon de l'écrire. Que je l'écrive d'une façon ou d'une autre, je pourrais avoir le réflexe de démarrer le problème en disant je vais calculer Fe puis je vais calculer Fg. Donc, pour calculer Fe, fait quand même plusieurs fois qu'on va la chercher. Donc, la loi de Coulomb sur le résumé du chapitre 26. Je remplace mes chiffres pour voir combien j'ai d'inconnus là-dedans. Donc, Fe est égal à la constante fois Q1, c'est mon proton, Q2, c'est mon électron, divisé par R carré qui n'est pas connu. Donc, j'ai une équation et deux inconnus. Je pourrais faire la même chose pour Fg, dire Fg se calcule de quelle façon. Donc là, c'est la loi de la gravitation universelle. La loi de la gravitation universelle, si on la cherche dans les résumés, on peut la trouver dans les résumés du cours de mécanique. Au chapitre 8, qui porte sur les relations entre Fg, M et G, mon résumé débute avec la loi de la gravitation universelle. Mais je vous rappelle également qu'à la fin du résumé du chapitre 26, donc à la deuxième page de résumé du chapitre 26, j'ai remis la loi de la gravitation universelle. Évidemment qu'on peut mettre en jaune car elle sert à solutionner des problèmes. De retour justement à mon problème, c'est la loi que je vais avoir écrite ici. On va faire les remplacements de valeurs, donc la valeur de G qu'on peut trouver sur le résumé au besoin, fois la masse d'un proton, fois la masse d'un électron, divisé par R carré. Donc j'ai une deuxième équation et trois inconnus au total. Une inconnue, deux inconnus, puis la troisième inconnue. C'est un exemple de problème qu'à l'examen, je vous le demanderais, je dirais probablement que la réponse est indépendante de la valeur de R. Ce qui veut dire qu'il y a une variable qui ne sert pas, donc on ne compte pas. Donc j'ai deux équations, trois inconnues, mais le R ne compte pas. Donc j'ai assez d'équations pour dire que le problème est fini. D'ailleurs, je pourrais saisir ces deux équations-là dans une calculatrice scientifique programmable. On voit ici les deux équations que j'ai programmées telles qu'elles apparaissent dans ma démarche. Donc, j'ai deux équations, mais trois inconnues. Quand on demande à cette calculatrice scientifique-là de résoudre le problème, elle me fait justement une remarque, dire « Oups, j'ai pas assez d'équations. » Et ce qu'on peut faire, c'est lui dire que je veux exprimer Fe et même R. Donc, étant donné que j'ai deux équations, il faut que j'ai deux choses de cocher.
en fonction de la troisième variable. Un peu comme je vous ai montré au début du vidéo, dire que j'aurais pu écrire FE est égal à combien de fois FG, là, point d'interrogation FG. Donc c'est cette façon-là qu'on peut dire à la calculatrice de nous programmer. Et elle me donne la réponse, deux solutions, parce que le R peut être d'un côté ou de l'autre. J'aurais pu mettre l'électron à droite ou à gauche, donc c'est ça qui fait apparaître le signe moins, là. Mais il reste que la distance, ça ne devrait pas avoir de signe moins comme tel. Dans un cas comme dans l'autre, on voit que pour les deux solutions qui nous sont proposées, on nous donne une réponse de FE en fonction de FG. Défaut de la calculatrice, c'est qu'ici, elle me l'écrit comme un rapport, donc c'est ce gros chiffre-là divisé par lui fois FG. Donc, on pourrait toujours prendre la calculatrice après puis calculer nous-mêmes cette division-là, puis on aurait une réponse FE est égal à combien de fois FG. Moi, personnellement, j'ai trouvé une façon de contourner ce problème-là. Je vous montre ça à l'instant. Parce qu'on peut toujours faire des erreurs là, en retranscrivant les deux gros chiffres qu'on a vus. Fait que moi, je fais comme me rajouter une variable supplémentaire, dire que ce rapport-là, c'est une inconnue supplémentaire. C'est ma réponse recherchée, c'est FE divisé par FG. Ça me rajoute une troisième équation. Évidemment, ça me rajoute une nouvelle inconnue que je n'ai pas de symbole associé à elle, mais ça fait comme une équation supplémentaire que j'avais écrit en premier par habitude. Donc, j'avais une équation et trois inconnues dedans. Lorsqu'on faisait nos remplacements de variables, l'équation qui est en vert ici, c'était ma deuxième équation, mais là j'avais le R qui était nouveau, donc deux équations, quatre inconnues. Et finalement, même chose, lorsqu'on analysait nos chiffres, ici je rajoutais une troisième équation avec une quatrième inconnue. Il me manquait encore une équation, mais c'était acceptable parce qu'on disait que on était indépendant du R. Donc là, j'utilisais la calculatrice pour programmer ces trois équations-là, ce que je vous montre à l'instant. Donc là, on voit ici mon outil de résolution d'équations, que j'ai mis une troisième équation. Il fallait que je donne un nom à ma variable. Je l'ai appelé X en lettre Y. Là, rechercher ma variable rechercher, c'est FE sur FG. Et en faisant ça, il va calculer finalement le gros rapport qu'on avait tout à l'heure, puis il va me donner la réponse officiellement est égale à quoi. Donc c'est une petite façon que je me suis trouvé d'avoir une réponse directe que j'ai retranscrit ici. Et je peux faire le développement mathématique pour justement voir que les R vont se simplifier. Puis j'aurais pu aussi pitonner toute la ligne qui est ici dans la calculatrice, puis j'aurais arrivé au même rapport.